Albert Sixflèche, 58 ans, célibataire et freelance, en d'autres termes, sans emploi. A été licencié du Conseil de l'Europe qui respire à peine et voyage de nouveau. De Roissy, il quitte le RER à Luxembourg, se rend sur le boulevard Saint-Michel vers le nord. Il prend la première à droite, rue Royer-Collard, vers la rue Rollin, où il s'installera pendant un mois. Des barricades sont apparues autour de la rue Gay-Lussac. Les enragés ressemblent à des enfants, habillés en courrèges vintage. Le mobilier, récupéré dans une école du 12e. Rien dans l'actualité ne l'a préparé à ça. Ça semble mise en scène. Mais les briques sont réelles. Sixflèche continue. Sa valise à roulettes, claquant sur les pavés. Son sac à dos kaki, bourré de cahiers. Il se faufile entre les étudiants, qui transportent de minuscules chiens. En s'approchant de son logement, Sixflèche voit, au-dessus de sa tête, une plaque. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent, et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué. Par la colère, par la pitié et la joie, un visage d'homme tout simplement. Nous nous doutions que ce serait un piège à touristes, avec toute cette musique et ces cassages d'assiettes. Mais nous ne nous attendions pas à ce que ça soit si mauvais. La nourriture était médiocre, mal assaisonnée et trop chère. Et le vin avait été mouillé. Pire que tout, 20% avait été discrètement ajouté à l'addition. Quand j'y ai demandé des explications, on m'a dit que c'était pour couvrir le coût de la musique et le cassage d'assiettes. La musique était jouée hors de portée par 3 hommes qui ne savaient pas jouer. Je devrais savoir, je suis un connaisseur. Pour le cassage d'assiettes, on nous a donné 3 objets inidentifiables, faits de gypse, à laisser tomber par terre. Il va sans dire que nous avons refusé de payer la note, ce qui a entraîné des menaces physiques et un appel à la police. Messieurs, vous déshonorez
cette belle et par ailleurs hospitalière nation. Le château d'Ermenonville, 46 km au nord-est de Paris, est maintenant un hôtel. Et le paysage des environs. Parc Jean-Jacques Rousseau. Là, sur une île, se trouve la tombe vide de Rousseau lui-même. Peut-être l'écrivain français le plus connu de son époque. Et l'un des plus controversés des Lumières. Remontons le temps jusqu'en 1778. Rousseau est rongé par la bille noire, porphyrique et fragile. Il est convaincu que les élites parisiennes veulent lui casser la pipe. Un refuge est offert par René-Louis de Girardin, un élève de Rousseau, et architecte d'un jardin construit sur les principes de Rousseau. Maintenant Rousseau travaille ici, dans cet ersatz de taudis, en compagnie de sa femme Thérèse. Les jours sont consacrés à la promenade au jardin. Ils dînent avec leurs hôtes et reçoivent des invités. Car malgré sa paranoïa et la menace de ses rivaux, Rousseau est toujours populaire et reste influent. Le matin du 2 juillet, Rousseau se lève et se promène dans le parc. Rentrant ragaillardi, il prend son petit déjeuner à 9 h et se retire dans sa chambre. Quelques instants plus tard, des cris se font entendre. Girardin et ses domestiques se précipitent dans la chambre. Jean-Jacques Rousseau gît mort sur le sol. Et Thérèse Levasseur est couverte de sang. En moins de 2 jours, un masque mortuaire est fait. Par le célèbre sculpteur Jean-Antoine Houdon. Et le cadavre est enterré à la hâte sur cette île des Peupliers. L'histoire attribue sa mort à une attaque d'apoplexie, mais des rumeurs de suicide se sont répandues comme la peste. Un témoin avait vu une large blessure au front, suggérant une blessure de pistolet au crâne. Pourtant, l'autopsie officielle déclare une mort naturelle et la blessure à la tête, causée par sa chute au sol. Plus tard, en 1794, ayant été idolâtré par la Révolution, la dépouille de Rousseau est transférée au Panthéon. Mais, avec le retour de la monarchie en 1814, on croyait que ses os avaient été exhumés par des prêtres et jetés dans les égouts. Les questions relatives à la mort du philosophe
ont été abordés une nouvelle fois, le 18 décembre 1897, lorsqu'une commission spéciale a ouvert le tombeau, pour voir si les restes étaient toujours là. Un squelette a été trouvé, les bras croisés, et le crâne complètement intact. Entre-temps, le masque mortuaire avait été acquis par le docteur F.V. Raspail, biologiste, physiologiste des végétaux et politicien, qui a donné son nom au plus long boulevard de Paris. Par la suite, il est transmis à son petit-fils, Dr Julien Raspail, qui, en 1912, a remarqué que le masque présentait des traces de blessures qui ne concordaient pas avec le rapport d'autopsie. Plus précisément, 3, plus ou moins de même taille. Indiquant que Rousseau avait été frappé à 3 reprises avec un instrument contondant. Le coup au front, lui brisant fatalement le crâne. Six Flèches avait pris un congé sabbatique de 6 mois pour commencer à écrire un livre, une méditation sur l'optimisme. Arbre tomba sur sa première location lors des tempêtes de novembre, une cabane en bois, construite près de la mer. Depuis, il a déménagé, dans une maison trop grande, dans un lotissement des années 20. 50% de ces maisons sont des locations de vacances vides. Ses voisins ont des chiens, qu'ils laissent dans la cour. La nouvelle est arrivée hier, que le secteur culturel du Conseil de l'Europe est en cours de démantèlement, et il est sans emploi. Il n'est pas démoralisé, mais il a besoin de soleil. Quand la neige se calmera, il prendra l'avion pour Londres et ira voir de amis. Peut-être ensuite en Crète dans leur villa. Paris par la suite, pour continuer à écrire. Il retournera peut-être à Quinssales, pendant l'été. Mais pas ici. Six Flèches descend les escaliers de la rue Rollin, vers la rue Monge, en dépit des nouvelles qui annoncent que des manifestations violentes ont éclaté pendant la nuit dans plusieurs quartiers de la ville, et que le métro a cessé de fonctionner. Malgré tout, il fait beau, et il marche avec plaisir. Alors qu'il traverse la Seine, il se dit « C'est étrange de connaître si bien un lieu, sans y avoir jamais été. » Une rue qui a été retirée de la carte, complètement effacée, sauf un signe qui marque son exponction. Il connaît cette rue grâce à de vieux films.
et grâce à l'écrivain Georges Perec, qui a immortalisé son effacement. Et le documentaire de Robert Bobet. En remontant le rue Villain. Puis Six Flèches va vers le nord-est, traversant les boulevards Richard Lenoir, Voltaire et Parmentier. Évitant sinon les grands axes, la foule et la police. Jusqu'à ce qu'il arrive rue des Couronnes, puis 300 mètres. Et il arrive à destination. Poursuivant. Vers la grille d'entrée du parc de Belleville. Montant la butte par un chemin sinueux. Comme prévu, il n'y a pas de numéro 1 récemment rénové. Pas de mercerie. Pas de musique de jazz. Et pas de numéro 2. Pas de parage de pot à façon au numéro 10. Pas d'H-Solibté, qui vend des guillemets pantalons tout style. Aucune trace de l'hôtel du Mont Blanc, ou de guillemets à la montagne guillemets au numéro 55. Et pas de coiffeur pour femmes au numéro 24. Mais tout en haut, là où les escaliers emblématiques rencontraient la rue Pia, il y a un pavillon couvert de graffitis, qui fait face à Paris. Six Flèches rejoint une petite foule, qui regarde la fumée monter au-dessus de la ville, et puis il regarde les jardins en bas, la vigne et les roses. Digital et Dahlia. Cal de Toscane et Bourrache. Hortensia et Véronique, Viorne et Skimia, Souci et Monarde, Angélique et Germandré, Euphorbe et Origan, Nepta, Barbe de Bouc, Sensitive, Glaïeul et Fenouil, Aconie et Lavande, Rudbeckia, Chardon et Renoué, Œillet et Osta, Cinéraire et Bleuet, Berce et Sigue. Dans une salle au-dessus d'un bar, à Laiton, dans l'est de Londres. Autrefois une bibliothèque. Une conférence est sur le point de commencer. L'orateur, un professeur d'histoire à la retraite, de l'université de Reading, quitte ce place pour aller chercher un verre et ne revient pas. Le spectacle commence sans lui.
This is fate. Yet you say, this could be anywhere. Any place where sunshine bounces off a sleepy sea, cut to glistening ribbons of wakefulness. Le paradis, disait-il. Et ça y ressemblait. Jusqu'à ce que la police vienne me dire que le couple d'Anglais de la villa plus bas avait été repêché de leur piscine le matin même. Et s'il vous plaît, est-ce que je resterai sur l'île jusqu'à ce que certains faits soient éclaircis? Six Flèches n'a guère le choix. Cependant, il a organisé un RDV avec le PDG d'une société de tourisme éthique russe le week-end suivant à Athènes. Dans l'heure, Six Flèches a pris sa voiture de location et se rend vers le nord, vers Rétignou. Voyant de temps en temps des têtes de vieux héros de guerre parsemés le long de la route. À l'heure du déjeuner, il est arrivé. Il a faim. Il arpente les quais, mais aucun restaurant ne lui donne envie. Il traverse la route vers un îlot routier en forme de larme, couvert d'herbes clairsemées, et avec un piédestal hexagonal de dalles grises. Alors qu'il se retourne à nouveau pour regarder la promenade, il se retrouve face à face avec le buste du femme. Il n'y a aucune tentative de flatterie. Elle regarde fixement au travers lui, vers le large. Son besoin de répit éloigne Six Flèches avant qu'il n'ait pu déchiffrer le nom sur le piédestal. Six Flèches retourne dans les petites rues, en prenant le temps de trouver un endroit calme pour manger. En entrant dans une petite taverne, le propriétaire lui demande « Anglais ?» Six Flèches hésite, et puis répond « Européen ». Il commande de la friture de poisson et de la salade, et puis se renseigne sur la sculpture près du port. Caliroy Parent ? Une autre dame, qui avait bu du café Élysée, participe aussi. Après avoir obtenu l'indépendance de l'Empire ottoman, la Grèce imita le France, avec leur liberté, égalité, fraternité.
Il va sans dire que notre place resta entre la cuisine et la chambre à coucher. Même les dames des classes moyennes, vous comprenez. Elle comprit que la première étape de la libération était l'éducation. Ensemble, elles retracent les grandes lignes de sa vie. Née en 1861, juste à côté de Retimno. Sa famille quitta l'île quand elle eut 6 ans. Par la suite, elle devint professeure, travaillant à Odessa et Adrianople. Avant de retourner à Athènes, pour marier un journaliste français, Jean Parent. À 25 ans, elle publia le premier journal féminin en Grèce, vendant des milliers d'exemplaires dès la première semaine. Au cours des décennies suivantes, elle représenta les femmes grecques à des conférences internationales à Paris et Chicago. Elle créa des salons littéraires et des associations caritatives et écrivit plusieurs pièces de théâtre et romans. Avant tout, elle exigea le respect dans le pays pour les mères et les filles, qui incarnaient à la fois le cœur et l'âme de l'État grec naissant. Elle mourut en 1940, à 79 ans, dans l'Athènes occupée par les nazis. Sitzfleisch les remercie de leur compagnie et paie son déjeuner. Puis, après avoir passé 1 heure à regarder un galion pirate à panneaux solaires faisant le tour du port, Sitzfleisch retourne à sa voiture et rentre chez lui. En s'arrêtant au magasin du coin, il demande des nouvelles de la tragédie de la villa d'en bas. Il semblerait qu'ils avaient bu. Il l'a ensuite frappée et poussée dans la piscine. Alors qu'elle perdait conscience, il est entré dans l'eau pour la sauver. Ils se sont tous les deux noyés. Les esprits éclairés du XVIIIe siècle pourraient bien s'être moqués de l'idée que l'âme puisse quitter un corps et rester dans ce monde. Et pourtant, dans les caveaux du Panthéon à Paris, il est 3 heures du matin. Et l'esprit du philosophe J.J. Rousseau est apparu auprès de sa tombe. Salaud! Réveille-toi! Le sarcophage de Voltaire se trouve en face du sien. Salaud! Réveille-toi! Silence. Et Rousseau tonne à nouveau. Réveille-toi, Barbara Bourri! Je sais que tu es là. L'air s'agite alors. Et Voltaire se réveille. Monsieur Rousseau, célébrité onaniste, sorti du caniveau. Je pensais que vous vous plaisiez davantage dans la nature. Pourquoi êtes-vous revenu? Pour des excuses. Pour un tel critique des tourments, vous m'en avez fait subir des charretées. Ce n'est guère moi qui heurta votre crâne de ce bougeoir. D'ailleurs, bien des malheurs vous vous attirèrent vous-même. Dans un lac, vous jetez des pierres, vous y ferez des vaguelettes. Un narcissique plus habile y aurait davantage pris garde. Ce lac auquel vous faites allusion n'est rien d'autre qu'une fondrière remplie de bave. La surface peut scintiller, mais au-dessous, l'eau y est amère et sale. Tout comme vous, vous qui faites vibrer la corde sensible des faibles d'esprit. Voltaire, que de mépris.
J'admire, monsieur Rousseau, ceux qui ont de l'esprit. Ma tolérance faiblit pour les distraits et les cancres, et les mâcheurs d'herbe. Bien que présentement, je semble moi-même y exceller. Voltaire, espèce d'ordure, je ne vous donnerai nul repos avant que vous n'ayez payé pour le mal que vous m'avez fait. Prenez-en bonne note. Oh, sur vous, des notes, j'en ai prises, à votre grand regret. Mes crayons en étaient éternellement usés. Monsieur Rousseau, il semblerait que la mort n'ait point atténué votre maladie. Et pour cela, j'en suis profondément désolé. Alors que Rousseau se prépare pour une nouvelle attaque, ailleurs, dans la crypte du Panthéon, d'autres s'agitent, troublés par l'air. Il y a 76 hommes enterrés ici, et seulement 5 femmes. On ne peut qu'espérer qu'ils puissent reposer en paix. C'est la veille du vol de Sitzfleisch pour Paris. Le Russe n'est pas venu. Et il ne répond pas au téléphone. Sitzfleisch mange un gâteau aux cerises, ayant atteint le sommet du mont Lycabette. Ça aurait pu être un travail stable, au moins pour 1 an et quelques. Les Australiens à côté de lui se plaignent du restaurant diabolique où ils ont mangé hier soir. Sitzfleisch essuie les miettes de ses genoux et se déplace pour voir l'étendue de la ville. Les montagnes au loin, les pétroliers et les navires de guerre, au-delà du Pirée dans le golfe Saronique. Le rugissement d'un jet l'invite à regarder sa montre. Il est 10h45. Il est temps de passer à autre chose. Si le Russe était venu, il serait peut-être en train d'écrire un texte pour un site web promouvant le tourisme éthique. Sitzfleisch lutte en secret pour comprendre ce que cela veut dire. Et maintenant il est ici, lui-même touriste, en train de descendre Lycabette, la montagne au loup, en funiculaire. Sitzfleisch retourne à pied à sa résidence, se change en tenue décontractée et retourne dans la rue. Il traverse pour se rendre au Podium Touarou, le plus grand parc public d'Athènes. Lorsqu'il apprend que toute l'électricité de la ville, sauf dans les quartiers centraux d'affaires et de tourisme, a été coupée, il suit les hordes qui quittent leurs maisons et lieux de travail, marchant en masse vers le centre d'Athènes. Un portail ouvert mène Sitzfleisch à travers les jardins botaniques. Une échappée de la foule, mais pas du bruit au-dessus.
Il arrive au temple de Zeus, où des petits groupes de touristes prennent des selfies et puis courent vers les arbres. Au milieu de bruit des avions, Six Flèches entend de versets qui sont récités par un homme d'âge moyen à l'entrée de l'enceinte. Qu'attendons-nous, assemblés dans le forum? De là, Six Flèches est attiré une fois de plus par le bruit venant des rues, vers la place Saint-Agmin. Un peu submergé par ce spectacle imprévu, il continue de marcher, longeant l'acropole, vers la Pnyx, avec un litre de raki, acheté à l'arrière d'une camionnette. C'est ici que la démocratie a été vraiment pour la première fois expérimentée. Cela semble approprié, maintenant qu'il n'y a pas une amie ici. Six Flèches s'allonge et s'endort. Et il fait pratiquement nuit avant qu'il ne se réveille et rentre chez lui. Pourquoi cette soudaine stupéfaction? Cette confusion, comme le visage des gens est devenu sérieux. Pourquoi est-ce que les rues et les places se vident si rapidement, chacun rentrant à la maison perdu dans ses pensées? Parce que la nuit est tombée, et que les barbares ne sont pas venus. Et certains de nos hommes, juste de retour de la frontière, disent: il n'y a plus de barbares. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant sans les barbares? Ces gens hantaient une sorte de solution. Six Flèches est de retour de 3 jours à Strasbourg pour vider son bureau et voir des collègues. Pendant ce temps-là, les émeutes à Paris se sont momentanément calmées, mais les poches du 3e, 4e, 10e et 11e ont été complètement ravagées. Pour rendre un dernier service à un ami du conseil, il a apporté quelques dossiers à une agence de renseignement des systèmes dans la Grande Arche de la Défense. Il trouve ironique qu'il ait dû les remettre en main propre. Un cordon de sécurité entoure le quartier. Après avoir remis les dossiers, on lui donne un disque dur
de la forme et de la taille d'un crayon. Pourrait-il emmener cela à Hanovre, avant la fin du mois? La récompense est persuasive. Dehors à nouveau. Six-Flèches se tient sous l'arche. Une vaste esplanade s'étend vers l'Arc de Triomphe. Il se sent tout petit. Bien que la défense ne soit pas touchée par les troubles, le métro est fermé. Il est content de retourner à pied en ville. Juste à la limite du quartier, Six-Flèches tourne la tête. Un super sens lui dit qu'il est suivi. Un homme derrière lui se retourne. Six-Flèches continue de marcher. Il traverse la Seine au pont d'Iéna, passe le Tour Eiffel vers le 6e mai. Il arrive au Panthéon à 16h15 et franchit les portes. C'est encore ouvert, bien qu'il y ait peu de monde. Il est à 100 lieues de se douter que dans 5 jours, il ira à la Landesbank Norddeutsche de Hanovre. Et ayant accompli sa tâche, il prendra l'ascenseur jusqu'au tout dernier étage pour contempler la vue. Une voix dans sa tête lui dira: Six-Flèches. Y a-t-il un lien entre ton amour pour les vastes panoramas et ton aversion pour les problèmes humains? Et à ce moment-là, il se tuera en tombant. A-t-il été poussé? Ou a-t-il sauté? La vérité décevante est qu'il a simplement glissé. Il y a un siècle, comme Georges Perec l'avait prédit, dans les premières pages de la disparition, Paris tombe dans l'anarchie. Des rumeurs de pénurie de nourriture se répandent, des violences de masse éclatent, et les magasins sont pillés. La place des Vosges est presque éviscérée. La statue équestre de Louis XIII est retirée de son socle et traînée dans la Seine. Puis après 24 ans, et encore plus d'abandon, des investisseurs en capital risque acquièrent plusieurs bâtiments. Le pavillon de la Reine redevient un hôtel et une réplique de la ruine de Temple de Zeus apparaît sur la place. Après quoi,
Les investisseurs font faillite. Des maisons se vendent bon marché, alors que d'autres sont squattées. Cela fait maintenant 100 ans que le corps de Six Flèches est allé au crématoire. Mais comme un sac en polyéthylène, à la dérive dans l'océan, son spectre déambule de ville en ville. Une force intangible l'a ramené à ce qui a été rebaptisé la place des grands abysses. Tout a changé depuis son dernier passage. Le grand hôtel arrive à peu près à rester ouvert pour les touristes aisés qui se satisfont d'un séjour à la dure. Seulement 6 chambres ont l'eau chaude courante et l'électricité fonctionne 3 heures par jour. Les cuisines en sous-sol nourrissent une poignée de clients, alors que des fonctionnaires au chômage font la queue pour un bol de ragoût et du pain perdu. La salle du petit déjeuner ressemble à un foyer de travailleurs, tout le mobilier volé, à un pub irlandais fermé. Sans le moindre effort, Six Flèches passe au travers des murs, il quitte l'hôtel et se rend à côté. Au numéro 18, des pièces pleines de déchets, abandonnées depuis des années. Au numéro 16, des pièces exiguës, odeur de parfum. Le numéro 15 a été complètement détruit. Le numéro 14 cependant montre autre chose. Chaque étage, chaque pièce est impeccablement tenu. Le style des meubles s'étend sur une période de 500 ans, depuis un lit Sacré-Cœur, aux chaises Maurice Pré, sofa Art déco et chandelier de Stigle. L'occupant est entrepreneur, qui a recréé le dodo, disparu. En croisant un pigeon, avec son ADN préservé. Le dodo est maintenant le plat le plus populaire d'Europe. Et notre entrepreneur est millionnaire. Il entre et sort par l'issue de secours, car la porte d'entrée est barricadée avec des briques. Six Flèches avance jusqu'au numéro 12, qui est infesté d'araignées. Au numéro 11, le rez-de-chaussée suggère que c'était auparavant un magasin. Mais les étages révèlent le legs d'un taxidermiste, d'où les compétences étaient telles qu'il pouvait retirer la chair pour la manger et puis remplacer l'intérieur avec de la mousse expansive. Il est mort de la trichinose il y a 3 ans, faute d'être aussi soigné dans son art culinaire. Six Flèches continue et sort. Il traverse de vastes fosses qui jonchent la place. Puis il entre par la première porte, côté est, dans un couloir mal éclairé, avec presque rien à l'intérieur. Il renonce à la tentation d'explorer d'autres pièces. Alors il se rend de nouveau dans le bâtiment d'à côté. Un comptoir de réception. Des fleurs en nylon dans des vases. Sur la gauche, une porte verrouillée, menant à un escalier en colimaçon raide, au bas duquel
se trouvent 3 chaises en plastique. Et puis à sa droite, un couloir court. Intrigué de trouver tous les panneaux en anglais, il y rentre. Certaines portes sont fermées, d'autres ouvertes. Des pièces peu éclairées, avec des étagères pleines de boîtes, contenant des brochures et des livres, confisqués à des bibliothèques. Et puis une dernière porte, à l'endroit où le spectre de Six Flèches s'arrête net, sa conduite n'exprimant plus une résignation bénigne. À la place, il y a un mécontentement palpable. Et toi, auteur? En fait, j'en ai marre de tout ça, j'en ai assez. Tu ne m'as même pas laissé finir d'écrire mon livre. Mais au moins je t'ai achevé. D'une manière assez humaine, dis-je. Et puis tu m'as fait revenir, putain. Et pour quelle raison? Comme une sorte de guide touristique. Pour la place des grands abysses. Et pour faire un portrait allégorique de ce qui pourrait encore arriver. D'ailleurs, je pensais que tu aimais les ruines. Je pense que, en vérité, tu as si peu de contrôle sur ton existence maudite que c'est ta façon pitoyable de te prendre pour Dieu. Eh bien, c'est fini. Je pars. Wiedersehen. Adieu. Et bon débarras.